Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred, Salut. Bonjour. Owen et une nouvelle venue dans l'émission, Montaigne. Bonsoir. Enchanté Montaigne. Enchanté, merci. Il faut remercier Fred qui t'a trouvé. Oui, je l'ai trouvé dans la rue. J'aime bien que tu dis enchanté comme si tu venais de la rencontrer. Non, je l'ai trouvé là en venant au DCP. Je me suis dit, on a besoin de quelqu'un en plus. Mais pourquoi Montaigne ? On verra ça quand on va parler de The Bride. Je pense que ça peut être intéressant et on verra. Peut-être qu'en fait, non. Peut-être qu'elle a vraiment un avis de merde. Je sais pas. Je sais pas, peut-être laisse-lui la parole. Oui, je te laisse la parole, pardon. Dans la vie, qu'est-ce que je fais ? Un petit peu de musique, un petit peu de peinture. En ce moment, je suis en toute liberté, donc j'ai le temps d'aller au cinéma. Ok. C'est bientôt les Oscars et pour l'occasion, un épisode qui n'a rien à voir avec les Oscars, puisque The Bride est le film principal de cet épisode et en même temps, en fait, tout le monde en a rien à foutre de The Bride. Oui. Le film flop. Au programme également Jumpers, le dernier film du studio d'animation Pixar, Alter Ego avec Laurent Lafitte, Le Testament d'Anne Lee. Et Montaigne, tu es allé voir le film. C'est un documentaire de Cruise de Bennett Miller. Et j'avais oublié de filer un joker à quelqu'un l'épisode précédent, et c'est donc Montaigne qui aura le joker pour la fin de l'émission. Et on a aussi des jeux, mais on verra ça en deuxième partie. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. C'est un projet très excitant que nous propose Maggie Gyllenhaal, une nouvelle vision de la fiancée de Frankenstein en nous replongeant dans les années 30 avec un parfum de Bonnie and Clyde. Et qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que j'étais la même avant l'accident ? Ce n'était pas un accident. Chacun de nos gestes était délibéré. Rongé par la solitude, Frankenstein se rend à Chicago dans les années 30 et demande au docteur Euphronius, scientifique visionnaire, de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie. Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Meurtre, possession et un couple hors la loi qui se retrouve au centre d'un mouvement social radical et débridé et d'une histoire d'amour passionnelle et tumultueuse. Du coup, moi, c'est un projet de base que je trouvais un peu rigolo, mais un peu je m'en fous. Même si la DA, en vrai, est super cool. C'est-à-dire la DA. Les costumes, la photo, de manière générale, moi, je trouvais que ça avait l'air assez innovant. J'en attendais beaucoup de ce film personnellement parce que je me suis dit waouh, ça peut être assez intéressant de voir un gros film comme ça. Et puis la chute n'en a été que plus dure, quoi, pour moi. Donc en gros, t'es un peu d'accord sur le fait qu'au tout début du film, t'étais bien. Est-ce que ça partait bien dès le début ? Non. Ça part mal dès la première minute, malheureusement. Merci, check mon frère, s'il te plaît, parce que là, oh putain. Mais après, c'est pareil, moi j'étais assez curieux parce que déjà, film sur la fiancée de Frankenstein, je trouve ça cool. De manière générale, les films sur les monstres, j'aime beaucoup l'idée que tu puisses prendre un monstre ultra connu, que ce soit Dracula, Frankenstein, des loups-garous, tout le bestiaire, et que tu le réinterprètes vraiment à ta façon. Et en plus, là, avec Maggie Gyllenhaal et surtout le casting de fou, parce que Jessie Buckley, Christian Bale, Penelope Cruz, Sarsgaard. J'arrivais pas à dire son nom, merci Sarsgaard, je trouve que c'est super riche. Et en plus, il y avait Jack Gyllenhaal qui était là. C'était intéressant parce qu'en soi, on l'oublie un peu. J'ai vu que Jérém, t'avais revu du coup La fiancée de Frankenstein. Oui. Moi aussi, toi aussi. Moi j'étais là, j'étais à côté. Hein. Pardon, excuse-moi. On l'a vu en prévision. Pour le film, quoi. Et en fait, quand tu regardes La fiancée de Frankenstein, tu te rends compte que la fiancée, elle apparaît genre 3 minutes dans le film. Elle arrive à la fin du film, et en soi, La fiancée de Frankenstein, c'est juste Frankenstein 2, quoi, tu vois. Et donc, le fait de faire un film à la Bonnie and Clyde, avec ce couple, l'idée est intéressante. C'est vrai que l'idée est intéressante, et moi, j'étais très curieux. Très, très curieux. Moi aussi, j'étais curieuse, mais je trouve qu'on a quand même un peu une saturation de ce genre de film ces dernières années. Un peu genre, il y a eu Pauvre créature, tous les Frankenstein, les je sais pas, Dracula et tout ça. Je trouve qu'il y a un petit peu... c'est un peu... Je pense qu'on peut se lasser vite, et malheureusement, ce film, s'il avait existé seul, sans ces autres films, je pense qu'il aurait plus marché. Je sais pas, ça aurait plus... justement, la DA est quand même très belle, faut le signaler. Mais bon. Mais ça fait 10 ans que ça fait plus de 10 ans que c'est en projet, ce film. Et de là, ça va être un film Netflix. Et Netflix est barré en plein milieu de la production. C'est Warner qui a récupéré le bébé. Et tu le sens que c'est un film qui est passé par 10 milliards de stades différents. Oui, alors c'est clair que les déboires de production, tu les sens. Mais il n'empêche que
c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. On se demande vraiment... pour moi, c'est le scénario le plus classique que j'ai vu. Et je commence à en avoir marre qu'on se cache derrière la beauté esthétique des films pour trouver des arguments positifs. Parce que pour moi, c'est commun, enfin c'est admis et c'est trivial qu'un film, actuellement, un film à gros budget, il soit limite parfait techniquement. Pour moi, ça fait partie du cahier des charges. Maintenant, on demande au film d'en faire plus. Et généralement, souvent, généralement même nous, hein, on se cache derrière le « Ah, c'était quand même pas mal esthétiquement, il y avait quand même une belle DA et tout », pour quand même trouver des points positifs au film. Et là, je commence à saturer de dire ça. Et là, je suis désolé, même une très bonne technicité n'en fait pas pour moi un bon film. Dixon, le mec qui parle toujours de technique. Oui, mais là vraiment, j'ai saturé. Pour revenir sur Netflix, Maggie Gyllenhaal, elle avait fait un film précédent qui s'appelait The Lost Daughter, qui avait été un film Netflix justement. Et en fait, je pense que c'est dans la continuité de faire un film. Et Netflix, à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, donc le film, ça fait 10 ans qu'il est en projet, et Jessie Buckley n'était pas encore assez connue. C'est pour ça que Netflix n'a pas du tout voulu acheter le film, parce qu'ils avaient peur, vu que l'actrice n'était pas du tout connue. Et ils aimaient, je pense, pas l'idée de Maggie Gyllenhaal qui voulait vraiment faire un film, elle l'a dit dans des interviews, un film punk. Et moi, c'est cette question qui me traverse l'esprit, si on peut parler un peu du film à travers ce prisme, c'est comment on peut faire un film punk. Pour moi, un film punk, c'est un film qui, justement, un peu comme le mouvement, qui se veut genre seulement s'affranchir du modèle classique, hors mais avec des cadres et hors des studios. Hors des studios, avec un studio comme la Warner, en fait. Et c'est ça, moi, qui m'a déçu dans le film, c'est que, Montaine en parlera peut-être un peu mieux, mais je trouve que le début du film, moi je trouve qu'il y a une promesse, il y a un film qui part un peu dans tous les sens que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le début de Bride, mais je trouve qu'à mi-chemin, on revient sur ce qu'a dit Jérém, c'est qu'on est dans une espèce de cahier des charges où on coche des cases, par exemple le côté un peu la course-poursuite entre Sarsgaard, Penelope Cruz avec la créature. Et voilà, je trouve qu'en fait le film est un peu à le cul entre deux chaises et qui va être un film très punk, qui part dans tous les sens, mais en même temps il se retrouve vite rattrapé par un cahier des charges de grand studio, quoi. Mais moi j'ai bien aimé. Ah ouais ? Bah ouais. Ok. Voilà. En fait, alors, ne commencez pas à m'insulter tout de suite. J'ai eu des réminiscences de Megalopolis. Ok, non mais... Quand il m'a dit ça, j'ai soufflé mais tellement fort en sortant de la salle. Non mais dans le sens où... Oui, c'est foutraque comme Megalopolis, effectivement. Voilà. Et moi, du coup, vous me connaissez, genre j'ai beaucoup de tendresse pour ce type de projet, genre complètement instable. Et donc, ce genre de film-là, super instable, qui, visiblement, comme vous le dites, a eu plein de soucis de production, c'est un film très foisonnant de plein de choses, qui veut brasser beaucoup de choses, mais qui n'embrasse pas tant que ça, et qui surtout est un gros trip esthétique. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, du coup. Du coup, t'aimes bien parce mais qu'il y a ouais, plein d'idées. En fait, la conclusion, mais j'arrive pas à y venir, je trouve que c'est un film super vivant, en fait. C'est un film métamorphe qui veut aborder plein de choses de manière très bordélique, mais dans son imperfection et dans ses maladresses, je le trouve super attachant, ce film. Moi, je trouve que c'est riche sans réussir à être généreux. C'est-à-dire que c'est riche parce qu'il y a plein d'idées partout, hein, il y a plein de références, mais justement, c'est tellement référencé que ça te donne rien à visualiser. C'est-à-dire que tu vois que des choses déjà vues, déjà connues, et à part te dire ça fait telle référence à ce cinéma-là, à cette période-là du cinéma. Je pense notamment toute l'utilisation de la comédie musicale, hein, ça en fait pas grand-chose. Et le seul truc que tu peux avoir, c'est des comparaisons. Moi, je me suis dit, ça me fait penser à Pauvre créature, en moins bien, sachant que déjà, j'aime pas trop Pauvre créature. Ça me fait penser à du The Substance, en moins bien. Ça me fait penser, tu vois. Et du coup, j'en garde pas une. Moi, j'ai un autre film en comparaison. C'est Joker. Oui, évidemment, Joker. C'est, pour moi, le film va être un pendant féminin de Joker avec 15 ans, même pas, bon, il y a moins de 15 ans entre les deux films, mais avec 15 ans de retard. Enfin, vraiment, c'est pour moi le message le féministe de base. Y a pas, ça pousse pas le truc. Il y a un côté très Joker dans la façon dont le personnage est traité, dont les personnages, la communauté du film, dans la diégèse du film, traite le personnage de The Bride. Ça m'a fait penser immédiatement à Joker et je me suis lancé dans un comparatif de ouf. J'ai été regarder à quel point le film voulait se prétendre comme le nouveau Joker en allant chercher le nombre de personnes, de chefs d'équipe technique. Il y a au moins 20 personnes qui ont travaillé sur Joker, qui travaillent sur The Bride. Après, Joker, c'était la Warner. Ouais, alors je sais que c'est le même studio, du coup il y a peut-être des personnes, mais c'est le même directeur photo, c'est la même compositrice, c'est la même personne qui a fait le casting, c'est exact. Ah ouais. Donc on a l'impression qu'en fait avec ce film-là, ils voulaient faire un pendant féminin de Joker, et n'ayant même moi-même
n'ayant pas aimé Joker, je n'aime pas The Bride et je le trouve vraiment trop en retard dans ce qu'il veut dire et pour quand il sort, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, c'est un film très, peut-être visuel, mais très lisse. On dirait que, justement, refaire un Joker dans un but, je sais pas, commercial. C'est, par exemple, juste la façon de présenter la fiancée. C'est très net, juste comme, je sais pas, pour faire des déguisements d'Halloween, des choses très commerciales, en fait. Et pareil, sur le fond... Par exemple, les relations entre, je sais pas, Frankenstein et la fiancée, on peut pas y croire. Il n'y a pas du tout de profondeur. Pour moi, j'étais un peu, même je rebondis sur le côté punk. Un film qui, soi-disant, a une volonté un peu féministe, ça marche pas du tout. Je vois pas, c'est trop lisse. Tout est lisse. C'est vraiment le truc de base avec, on te met 3 persos féminins, le docteur, la détective, du coup la fiancée. Mais en fait, on ne pousse jamais plus loin le sujet que ce que tu peux attendre d'une vision commerciale, finalement. Voilà. Et ici, pour conclure, je dirais que le Joker, c'est la société. C'était très la société. The Bride, c'est très le féminisme. Voilà. Le patriarcat. Ouais, ou le patriarcat. T'aimes pas, toi, Joker Ah oui, c'est pour ça que oui. je faisais cette comparaison. Et je trouve The Bride plus nul. Mais moi, je les trouve attachants, les deux. Mais de quoi ? Mais en fait, ça marche pas. Moi, Ils ne s'aiment pas en plus. Mais quel film t'as vu moi, je les trouve attachants. Moi, franchement, je trouve que Christian Bale en Frankie, moi, je l'ai trouvé magnifique. Je disais tout à l'heure, je faisais la blague, c'est Frankenstein ou Frankenstein? Fais attention, toi. Ok. Non, mais d'abord, parce que j'adore le maquillage. Genre, je trouve les maquillages du film super cool. Et je trouve que Frankie, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle finalement dans le film, dans son désespoir de trouver une compagne, et qui en fait, il est tellement heureux d'avoir une compagne aussi fou que ça puisse lui paraître, et dans l'aventure dans laquelle ça l'embarque, en fait, il est tellement prêt à renier 100 ans de tentatives de se la faire, d'être discret et de pas faire de bêtises. Et là, en fait, parce qu'il est amoureux, mais il n'est pas vraiment amoureux, il est juste content d'avoir une compagne. Et du coup, il la suit dans tous les trucs les plus bordéliques. Et je trouve que le moment où il hurle « Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Moi, de base, ce que j'aime, c'est écrire et jouer du violon. » Je le trouve magnifique Là, je là-dedans. trouve que ça donne plein d'incohérences au scénario, et tu sens que ça a été remonté, parce que t'as littéralement Jessie Buckley en mode punk, pétage de câble, qui va tuer quelqu'un, et d'un coup, elle est en crise de panique. Et à l'inverse, t'as Frankenstein, qui est le mec le plus calme du monde, et d'un coup, d'un seul, c'est... le plus gros fou que t'as jamais vu. Mais ça, entre 2 séquences, d'un seul coup. Et ça fait que se répéter. Et là, tu sens que le film, il a été charcuté. Et qu'il est un peu à l'image de Frankenstein. C'est des pièces montées les uns sur les autres. Ça en fait un film vivant, genre. Oui, je comprends l'idée. Il y a de la matière, moi, je trouve. Oui, mais justement, sur le problème de base, c'est pourquoi... Ok, c'est une adaptation d'un livre, mais pourquoi Frankenstein, déjà... veut une fiancée. En gros, c'est un archétype de femme qu'on lui propose comme ça, sans profondeur, et il se maintient dans une sorte d'illusion, les deux d'ailleurs, de projection, de j'aimerais qu'elle soit comme ça, ou je sais pas, c'est terrible même, je trouve, comme vision du couple qu'on impose comme ça. Je vois pas... Oui, mais on te montre pas ça comme un idylle. Enfin, eux, ils le vivent comme ça, mais genre, c'est tellement destructeur pour l'un comme pour l'autre. Mais par exemple, un autre truc que je trouve très superflu, par contre, c'est Penelope Cruz, par exemple, et son... Bill Skarsgård. Non, c'est pas... Non. C'est Peter. Peter, pardon. Mais Peter Sarsgaard. Mais surtout Penelope Cruz, dans son combat pour se faire entendre, je trouve ça pas très bien mené. Le duo de filles, en fait, est pas utile. Il est pas utile. C'est déjà une sous-intrigue à rallonge. Et de toute façon, c'est tellement peu utile que toute leur intrigue est révélée en un seul dialogue. Mais ça me sortait du film, pour le coup. Et je dis pas que j'adore, hein. Il y a des trucs que j'aime bien, notamment le duo des deux monstres. Moi, tu vois, la comparaison que je pourrais faire du duo de flics, c'est un peu le même problème qu'avait Silent Hill de Gans, pas le 2, hein, le 1, avec toutes les séquences de Sean Bean, où tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi, tu vois? Et je sens que vraiment, ouais, ce duo... en fait, je pense que Peter Sarsgaard, il est là parce que c'est juste le mec de Maggie Gyllenhaal, quoi. Et il est là dans tous ses films, donc voilà, quoi, mais... Mais de la même manière, Jake Gyllenhaal, son personnage sert à rien. Parce que, ok, ça donne une sorte de rêve au personnage de Frankie, mais leur rencontre, elle est tellement attendue. Genre là, tu sais très bien comment ils se rencontrent, la réaction de Jake Gyllenhaal, ça va être de l'indifférence, et c'est exactement ce que t'as. C'est pour ça que je disais que c'était convenu.
Et C'est ça. qu'on a l'impression t'as l'impression de voir ce qui va se passer dans le film parce que t'as déjà vu ces retournements, je sais pas combien de fois en fait, t'as déjà vu ces situations-là, je ne sais combien de fois. C'est pour ça. Mais c'est quoi la réponse du coup à ce souci? Une scène de musical trop bien. Oui, Non. alors moi j'aime beaucoup cette séquence. Ah, Pour le merci. coup, moi j'aime bien. Ah Tu vois, non, là moi, je suis du moi, côté d'Owen. Sinners en moins bien. Sinners, il utilise très bien sa musique pour faire des superbes séquences. Je pense qu'à la séquence de danse irlandaise avec les vampires dehors, bah voilà, The Bride. Je suis d'accord avec Jérémy, en retard. Alors, d'une part en retard, mais d'autre part, non, cette scène-là, j'ai voulu me barrer Ah de non. la salle tellement je la trouvais horrible. Moi pour le coup, tout à l'heure je vous disais que j'aimais bien le film. Je pense après la séquence donc musical, c'est là où j'ai un peu décroché. Jusqu'à la séquence du musical, j'aimais beaucoup pour le coup. Genre, j'ai voulu me barrer quelques fois de la salle, mais la séquence du musical, j'ai failli engager le mouvement parce que vraiment, j'avais l'impression qu'ils avaient fait juste ça pour lancer une trend TikTok aussi. Là, franchement, ça m'énerve. Après, un truc dont là on peut aborder, c'est Jessie Buckley. Pour le coup, je trouve qu'elle est bien dans son rôle. Après, est-ce qu'on peut en avoir peut-être marre de son jeu trop théâtralisé? Moi, Après, ça me plaît. C'est toujours le même histoire de direction d'acteur. Hein. Parce que Non, là, si on peut comparer Jessie Buckley avec Hamnet et Jessie Buckley là, je trouve que là c'est du surjeu, mais son personnage nécessite du surjeu permanent. Mais c'est vite agaçant. Non, mais tu vois, moi j'aime bien donc les idées qu'avait Maggie Gyllenhaal de base, avant de tomber dans un film trop charcuté, c'est d'utiliser cette espèce de donc elle utilise la mise en abîme de Mary Shelley qui prend possession du coup du personnage. Mais ça en termes de rythme et même en termes de diégèse, c'est-à-dire ton film s'adresse à qui en termes de, mais c'est trop métatextuel en fait. L'idée est intéressante quand même. Non mais c'est intéressant, mais ton film s'adresse à qui? Parce que c'est-à-dire que ça incarne le personnage de Mary Shelley qui elle-même imagine prendre possession d'une personne pour écrire sur eux, mais dans une propre diégèse qui s'appartient, genre tu comprends plus où le film veut en venir. Je trouve que c'est compliqué à suivre après en termes de rythme, mais c'est là le problème, je trouve que c'est trop riche. C'est pas l'idée est pas mauvaise en soi, mais il y a tellement d'idées mises en même temps qu'à la fin tu te dis waouh, où tu veux en venir, parce qu'après ça part, tu parles du fait que c'est un film pop, mais après ça part dans une cavale road trip à la Bonnie and Clyde. C'est ça qui se perd. Ça se perd entre les deux en fait. Mais moi je voulais parler ou le côté un peu Jessie Buckley comment ça s'appelle déjà la fiancée, on l'appelle The Bride, mais c'est quoi son prénom? Aida, qui par moment en fait se crache plein de mots, qui donne une espèce de poésie un peu à la dadaïste, surréaliste. Il y a un truc quand même assez cool. Tu vois, il y a plein de concepts trop bien que moi j'apprécie. Mais pour moi, c'est là où réside le problème du film, c'est qu'en fait, en même temps, il va être super grand public, mais d'un autre côté, il est trop référentiel et trop niche dans ses références pour parler au plus grand nombre. Tu vois, genre, littéralement, première référence un peu cinéphile que j'ai repérée dès le début du film, le personnage de The Bride s'appelle Ida, et le chef de la mafia s'appelle Lupino, comme le réalisateur Ida Lupino, tu vois. Enfin, vraiment, c'est vraiment super niche si si tu sais pas qui c'est Ida Lupino. Est-ce que c'est vraiment grave? Là, ça. Non, c'est un easter egg. Hein, non, mais c'est pour montrer qu'à quel point c'est trop riche, il y a trop de petites refs. Voilà, que ce soit dans ces noms de personnages, je pense aussi dans les références de l'image, tu vois, des images qui sont mises en scène. Je pense qu'il y a trop d'influence qu'elle n'arrive pas à correctement imbriquer, en fait. Ouais, défends ton film, vas-y. Mais c'est ça que j'aime, en fait. Je le défends très mal, hein, parce qu'en fait, tout ce qui vous énerve, moi, c'est un truc qui provoque en moi beaucoup de tendresse. Je dis pas que... Franchement, mon moment était pas non plus oufissime. Hein. Genre, il y a des moments dans le film, je me suis un peu ennuyé, j'étais un petit peu embarrassé. Le film, il est épuisant aussi. Il est très fatigant dans ses effets. À un moment donné, moi, Jessie Buckley qui hurle des mots comme ça, j'aimais bien là, pour le coup. À un moment, ça m'a fatigué. Mais en même temps, encore une fois, genre, c'est à l'image de ces créatures qui sont bordéliques. Et j'aime bien le bordel, moi. Mais moi, tu vois... Regardez ma chambre. Maggie Gyllenhaal, elle expliquait qu'elle s'était beaucoup inspirée de Sailor et Lula, de Lynch. Et moi, je me suis dit, mais non, pas du tout. Et en fait, ce qui est dommage avec ce film, voilà, moi, je pense que The Bride aurait pu être quelque chose de très intéressant si on était sorti des carcans des gros studios, voilà, tout simplement. Et je trouve que l'exemple de Lynch est parfait, c'est que Lynch, lui, il a tout fait pour peu à peu dans sa carrière devenir un peu indépendant des studios et créer son propre studio. Et là où Sailor et Lula, à l'époque, il avait une énorme liberté sur ce film, il a réussi à aller jusqu'au bout de sa vision. Je pense que Maggie Gyllenhaal est juste emprisonnée dans ces gros studios, et je pense que The Bride ne devait pas ressembler à ça. Moi, je suis persuadé que ça ne devait pas ressembler à ça, en tout cas. De toute façon, apparemment, ça a été remonté, il y a eu plein de projections de tests, etc. Donc le film est un objet mutant. Un objet mutant qui a fini en grand film, grand public, mal digéré, mal cuté, mal... C'est dommage. En créature qui fait peur à tout le monde, comme Frankenstein. C'est beau. Frankenstein. Frankenstein.
Mais Tu fais très attention, Frédéric. non, mais voilà, en tout cas, j'avais noté le truc, voilà, de l'esthétique punk. Qu'est-ce qu'est une esthétique punk? Et pour moi, l'esthétique punk cinématographique, c'est Lynch. Voilà ma réponse. Merci pour ta disserte, Fred. C'est tout. Non, mais c'est vrai. Lynch, en vrai, c'est le parfait exemple du mec qui a su montrer sa vision et devenir indépendant de tout. Vraiment, de faire les films qu'il voulait, quoi. Et je pense que The Bride aurait dû avoir ce parcours-là. Peut-être que The Bride est le Dune de Maggie Gyllenhaal vis-à-vis du Dune de voilà. Lynch. Voilà, Et exactement. qu'après, voilà. Parfait, j'espère. Vous avez des trucs à rajouter sur le film, les amis? Moi, je rajouterais un bon gros chèque au film, car pour un budget de 80 millions de dollars, on se rend pas compte quand même ce que c'est 80 millions de dollars. Il est environ, au moment où on enregistre, à 14,6 millions de recettes mondiales, dont 8,3 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était celle du 4 au 10 mars, il a fait 50 204 entrées. J'ai regardé, ça fait une moyenne de 5 spectateurs par séance. Ouais, c'est dur. C'est dur. On était combien dans la salle? On était 7 face. Ouais, hein. Voilà. Ouais, c'est dur. Mais on était sur la deuxième semaine d'exploitation quand on l'a vu. Oui. Donc c'est différent. Donc c'était le 4e des nouvelles sorties de la semaine derrière Jumpers, La Maison des Femmes et Alter Ego. Vous avez vu comment il jubile? Ouais, je vois que le film est beaucoup comparé à Cats. Ah! Non, Voilà, 4 c'était encore plus horrible, arrête. Voilà, c'est un peu son meilleur ami. Donc là, en fait, on vient de parler de The Bride qui a floppé, et maintenant on va parler d'un film. Je m'attendais à ce qu'il floppe, et en vrai, j'étais en mode venez les gens, on va voir le dernier Pixar. Et finalement, les gens vont voir le dernier Pixar. Pourtant, moi j'avais l'impression que les projets originaux de Pixar étaient mis de côté. Et là, il y a Toy Story 5 qui arrive, donc tout le monde est en mode Toy Story 5, et Jumpers, tout le monde s'en fiche un peu. Mais finalement, le film trouve son public, les gens aiment, et du coup, les gens y vont. C'est Avatar avec des castors. Mais en fait, le film lui-même fait la blague dans le film. Genre dans le film, à un moment, t'as quelqu'un qui dit « Ah oui, comme dans Avatar ». J'ai l'impression, après, niveau esthétique, on a atteint un peu un plafond de verre au niveau de la technique. C'est-à-dire que Pixar, en fait, avec Jérémy, on a regardé Monster Academy, qui était sorti il y a déjà 12 ans. Et en fait, le film, il est pas plus beau. Jumpers est pas plus beau que Monster Academy. En fait, je me rends compte que, voilà... Avant Pixar, c'était souvent des films qui étaient à la pointe de la technologie. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que les films en images de synthèse, on a fait un peu le tour, et je me rends compte du coup que Jumpers est beau, mais on s'en fiche un peu. Donc après, qu'est-ce qui reste à Jumpers? Il reste l'idéologie. L'idéologie du film, en fait, tu suis Mabel qui veut absolument sauver un espace naturel qui était très vivant, de la nature, de castors, d'animaux, qui en fait qui ont quitté le lieu parce qu'on est en train de construire une rocade, et donc en fait elle se bat contre le maire pour ne pas construire cette rocade, et elle trouve un animatronique de castor dans lequel elle peut mettre son esprit pour aller convaincre tous les animaux de revenir sur cet espace où en fait elle a une attache personnelle parce que c'était un endroit très, très important pour elle et sa grand-mère. Mais du coup, l'idéologie du film, elle est un peu bancale parce que le combat de Mabel, il porte plus sur préserver un lieu qui lui tient à cœur que vraiment protéger la nature. Et d'ailleurs, c'est un enjeu du film, en fait, c'est qu'à un moment, les animaux sont là en mode « Oui, mais en fait, tu t'en fous de nous. Ce qui t'intéresse, c'est juste ta nostalgie. » La nature, elle est presque utilisée à des fins personnelles. Et finalement, c'est pas tant un très beau portrait qu'on te fait de la nature et des animaux dans le film. Ce qui est intéressant, en soi, c'est un double tranchant. On te montre que, voilà, il y a des animaux. Ils peuvent être aussi terribles que les humains, en fait. Toutefois, le film, il a un super élément. C'est George. C'est qui, George? George, c'est le sidekick rigolo. C'est le castor avec la couronne. Il est trop cool. Il est doublé par Artus. Et il est vachement drôle. Il est vachement attachant. C'est vraiment le meilleur élément du film. Et ça fait, je pense, longtemps que j'avais pas autant aimé un sidekick dans des films Pixar ou même dans les films... tu vois, genre en comparaison du sidekick rigolo de Atoman. Je pensais à la même. Donc voilà, même si on n'atteint jamais la poésie et les prouesses d'un Lao, d'un Wall-E, des monstres et compagnie, tout ça, c'est toujours un film très fun à suivre. Il y a des péripéties très très cool, tu t'ennuies pas. Mais voilà, c'est pas du Pixar pur jus, c'est un Pixar à l'image du Pixar des années 2020, quoi. On se passe un bon moment. J'avais vu des essais de Jumpers qui ressemblaient exactement à un film de Miyazaki. Oui. Et après, j'ai vu, je redis un peu ce qu'il a dit, mais je suis tombé sur un reel de Régis Gorilla. Il parlait de ça, justement. Et c'est assez drôle, c'est que moi, quand j'ai vu les essais du Jumper, j'étais presque triste que le film, finalement, soit trop réaliste. Mais c'est comme ce qui était arrivé aux Indestructibles de Brad Bird. Tu peux retrouver vraiment les animations 2D de l'époque de Brad Bird.
Et en fait, quand il est passé chez Pixar, on lui a dit bah oui, mais nous on est un studio d'animation 3D, donc tu vas faire ton film en animation 3D. Je pense que c'est un petit peu le même enjeu qui s'est présenté à Michael Chong. C'est Michael Chong le réalisateur, hein, que je dis. Daniel Chong, pardon. Mais tu vois, je me dis, est-ce que Pixar, un jour, dans l'animation, en termes d'animation, maintenant on aime mélanger les deux, faire de la 2D, de la 3D un peu à la Spider-Man, depuis qu'il y a eu Spider-Man, voilà. Est-ce que Pixar pourrait essayer? Ça, c'est le créneau de Sony Pictures Animation, je crois, plutôt. Ok, donc Pixar ne pourra jamais. Est-ce que dans Jumper, il y a des petits moments ou des petites séquences ou des trucs? Non, c'était la marque de fabrique de Pixar à l'époque. Disney faisait de l'animation 2D et Pixar faisait de la 3D. Maintenant, vu que Disney s'est accaparé cette animation, que DreamWorks aussi, que tout le monde en fait, Pixar de base c'était vraiment les premiers à faire de la 3D. Et donc en fait, je pense qu'ils perdraient leur identité. Ok. Il n'y a pas un film qui va sortir, genre un truc avec un chat et ça a l'air d'être de la 2,5D ou un truc dans le genre? Oh, je sais Enfin, pas. un mix entre 2D et 3D un peu. Ça fait 5 ans qu'ils en parlent, mais sans présenter quoi que ce soit. Genre, à mon avis, ce sera un projet abandonné chez Pixar. Donc voilà, Jumpers, en vrai, allez le voir, c'est cool. J'ai vraiment envie de le voir. J'irai le voir. Vas-y. J'irai. Et maintenant, je laisse la parole à Montaigne, qui est allé voir The Cruise. Oui. Vas-y. Donc oui, j'aimerais bien vous parler de ce documentaire. Donc c'est une ressortie. Il est donc un documentaire réalisé par Bennett Miller qui était sorti en 98. Donc Bennett Miller, peut-être que vous le connaissez, c'est donc le réalisateur de Truman Capote. Donc il a eu quand même pas mal de prix, de multiples nominations Oscar, Golden Globes. The Cruise, c'est son premier film documentaire. Pour vous dire en 2 mots, en gros, on suit pendant 1h15 un gars qui s'appelle Timothée Levitch, dit le Speed. Donc c'est un guide touristique et on le suit à travers New York dans son bus à étage. En fait, ce qui fait la particularité de ce documentaire, c'est que le guide touristique est très très charismatique et c'est tout du long une profusion de descriptions, de mots avec un vocabulaire très très choisi. Ça s'appelle The Cruise parce qu'il propose beaucoup plus qu'une simple visite de la ville. Il propose vraiment une sorte d'expérimentation un peu même métaphysique. En fait, sa volonté réelle, c'est de changer les visiteurs au cours de sa visite. Il propose genre des expériences comme des voyages un peu existentiels. Et même lui dit, je cite, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens se transforment en un après-midi. Toutefois, c'est ce que j'attends. Donc c'est un peu un gars avec une sorte d'aura même un peu magique. En tout cas, je pense que c'est vraiment un poète. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce documentaire, il porte sur les choses qui l'entourent, vraiment un regard presque enfantin. Il crée vraiment du lien avec ce qui l'entoure. Donc ça peut être les buildings. En plus, c'est un New York vraiment fin de siècle, hein, justement. Je pense que c'est tourné en 96. Fin de siècle. C'est en noir et blanc, donc ça fait il y a un côté très brut, un peu... Il y a une pression dans le documentaire parce qu'il est déjà filmé. Le gars est filmé vraiment avec une petite caméra. On le suit vraiment de très près souvent. Voilà, donc ambiance un peu fin de siècle. Il utilise beaucoup des mots comme civilisation. C'est un gars assez cynique. Par exemple, pour vous illustrer ce côté un peu tragicomédie dans ce qu'il peut dire, il dit si l'architecture est l'histoire de toute émotion phallique, l'Empire State Building en est un véritable catharsis. Donc en gros, tout son vocabulaire, c'est pour réenchanter un peu ce qui l'entoure. Donc, il part d'une base assez cynique et en gros, la civilisation est dans son déclin, mais elle a fait de belles choses il y a quelques années et tout. Mais justement, il se nourrit de tout ça pour en faire une sorte de poésie un peu du quotidien. Et réellement, ce qui m'a touchée, c'est un peu cette joie
de chaque instant. Par exemple, il y a un moment où on le voit parler à des plantes. Il y a genre juste des plantes avec quand même des belles feuilles et tout ça. Il s'approche et il commence à parler aux plantes en disant, en gros, t'inquiète pas, je sais que c'est le mois d'août, mais ça va aller. Non, non, non. En gros, il personnifie vraiment tout ce qui l'entoure et ça devient une sorte de relation un peu même extatique ou même charnelle avec tout ce qui l'environne. Donc vraiment, je pense, un des meilleurs documentaires que j'ai vu, enfin, pas le meilleur, mais quand même un des meilleurs. Mais il faut le dire que ça t'a marqué parce que toi aussi, t'as exercé cette profession. Oui, bon, à la base, je suis guide. Ouais, voilà. Mais, et justement, j'ai retrouvé ce qui fait un peu l'essence de ce métier, c'est d'essayer d'apporter un nouveau regard et une sorte de... C'est pas changer les gens, mais une métamorphose un peu... surtout dans notre... Un peu, bon, ça fait un peu rabat-joie, mais notre époque actuelle où on est quand même vraiment déconnecté avec ce qui nous entoure. Trouver un peu d'émerveillement dans les petites choses. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, vraiment, n'hésitez pas. Bon, warning, faut quand même s'accrocher parce qu'il parle non-stop pendant 1h15 et c'est que des références, enfin c'est bon. Perfecto. Merci Montaigne pour The Cruise. Alors, Jérém, t'as vu en avant-première Le Testament d'Annie. J'ai envie de paraphraser mon collègue avec qui je suis allé voir ce film. 1 demi-heure de plus et j'avais envie de rejoindre Papa Johnny. Papa Johnny. Ouais, j'avais envie de crever en fait. Enfin, au bout de Je pensais qu'il y avait un lien entre Johnny et l'idée. Non, pas du tout. C'est juste que, enfin, le film est tellement, enfin, ça te met tellement dans le mal que, franchement, 1 demi-heure de plus, je pense que t'as envie de crever. Donc du coup, pour résumer, donc le Testament d'Annie, c'est un film de Mona Fastvold, du coup qui est collaboratrice avec Brady Corbett, à qui on doit Le Brutaliste, sorti l'année dernière, et c'est un peu la continuation en fait de cette collaboration, parce que moi je le vois vraiment pareil, il se voulait comme une grande fresque à la Brutaliste, sauf qu'il y a un truc qui fonctionne absolument pas, c'est que les scènes de comédie musicale sont exceptionnelles, genre vraiment c'est génial, t'as envie que ça s'arrête pas, mais alors dès que ça passe sur autre chose, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Et donc, il y a beaucoup de passages comédie musicale qui fonctionnent très bien, que ce soit en termes de texte, en termes de montage, en termes de mise en scène. Et ça se veut grandiose comme un Brutaliste, sauf que ça a pas ça. Et il manque ce petit truc pour que ça combine avec The Brutalist. Et c'est ça le problème. Pourtant, la performance d'Amanda Seyfried, elle est exceptionnelle. Genre vraiment, je pense que ça va être une des meilleures de l'année. Mais il manque, je sais pas, un soupçon de grandiose dans ce film. C'est marrant parce que Amanda Seyfried, avant cette année, allez, c'est pas non plus une actrice qui attire tous les regards. Et là, j'ai l'impression, La Femme de ménage, vous disiez tous que c'est vraiment elle qui porte le film et qui sauve le film de la noyade. Et là, Le Testament d'Annie. Et là, tout à coup, Amanda Seyfried, je la vois partout sur les affiches, dans les rues. Avant, c'était pas le cas, même dans les années 2010. Faut croire que elle enchaîne les bons choix, du coup, hein, peut-être. La Femme de ménage. Non. Et finalement, Le Testament La Femme de d'Annie. ménage, c'est un bon choix dans le sens où ça a très bien marché. Dans le sens où ça a très bien marché, vu qu'elle est productrice, elle a dû se faire de l'oseille là-dessus. Voilà. Mais donc voilà, Le Testament d'Annie, c'est pareil, ça se fait un peu arty à la Brutaliste, je trouve aussi également. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais l'impression que c'était une espèce de film à 24, genre à la Midsommar, ou tu sais, genre... En fait, ça parle d'une... moi, j'appelle ça une secte de l'église protestante ou catholique, je sais plus, d'Angleterre, de je sais plus quel siècle. Pas des Shakers. Ouais, voilà, des Shakers, j'en venais. Mais pour moi, je sais pas comment t'appelles ça, mais pour moi, c'est une secte. Et donc, Annie est celle qui a exporté ce truc-là aux États-Unis. En fait, avant, c'était en Angleterre, et c'est elle qui a exporté ça aux États-Unis, et avec tous les problèmes que ça a de vouloir imposer une nouvelle religion, une nouvelle doctrine dans un endroit. Et en fait, au moment où ils arrivent aux États-Unis, c'est un peu là où on commence à s'emmerder. Alors que pourtant, ça devrait être le moment de grâce du film, où c'est là où tout devrait être exceptionnel. Bah, ça retombe un peu comme un soufflé. Je pensais que c'était vraiment un film d'horreur. Non, pas du tout. Genre vraiment, il y a... La bande-annonce, l'affiche, j'étais vraiment parti sur Midsommar bis, quoi. Comédie musicale qu'autre chose, carrément, je trouve. Ok. Donc, dommage. Échec.
au moins t'as vu Amanda Seyfried, Brady Corbett et Et Mona Fassvold, en effet, lors de l'avant-première. voilà. Voilà. Moi j'ai pas vu Laurent Lafitte. Ah, tu l'as vu 2 fois. Ouais, bien vu. Non, j'allais dire, je suis allé dans une séance à MK2 à 13h, donc tu m'étonnes qu'il n'était pas là. Pour Alter Ego, alors c'est très facile à résumer. Laurent Lafitte est chauve, son voisin avec des cheveux arrive. Et il a la même tête que lui. C'est son doppelganger. Voilà. c'est- Doppelganger. C'est un Alors- film d'horreur Alors, Ah de base, moi j'aime. En fait, Laurent Lafitte, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. Mais là j'aime vraiment bien. Je trouve le film vraiment très drôle. En fait, alors il y a Blanche Gardin dans le film aussi qui porte très bien le film. Et il y a Olga Kurilenko. Et donc c'est ce trio Quator, en vérité, puisqu'il y a 2 Laurent Lafitte qui portent vraiment le film. Moi ça m'a rappelé un peu Problemos dans le côté absolument décalé et inconfortable. Parce qu'en fait tu suis des personnages qui sont vraiment mauvais, qui ont des agissements qui sont très révoltants. Mais c'est montré avec beaucoup de cynisme, beaucoup de dérision. C'est un film, moins t'en sais, mieux c'est. Parce que progressivement, d'un postulat qui est un peu rigolo au début, va progressivement plonger vers autre chose. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais je peux vous dire que t'en ressors un petit peu... Ouais, ça valait le coup. Ah, tu m'as intrigué là. Bah, Jumpers et Alter Ego. Non, Voilà. non, mais Et surtout les- que c'est réalisé par Nicolas et Bruno. Ouais. Du coup, qui était très. C'était sur quoi? C'était sur les Guignols ou sur Message à caractère informatif de Canal, je crois. Enfin, à l'ancienne. Donc, est-ce qu'il y a cet humour un peu Canal de l'époque, un peu à Chabat, un peu à Edmub, tout ça? Ou pas du tout? Alors, il y a une scène qui m'évoque pas mal ça. Il y a une scène simplement qui est absolument brillante en matière de timing comique, où en fait, Laurent Lafitte sort du cadre pour re-rentrer, pour ressortir, pour re-rentrer, pour ressortir, pour re-rentrer. C'est tellement gros et tellement débile, mais fait avec juste le bon timing et la bonne intonation, c'est vraiment très réussi. Et je trouve que Laurent Lafitte incarne mieux 2 doubles que Michael B. Jordan dans Sinners. Ouh, ça tape là pour les Oscars, hein, c'est... Ça dénonce. ça dénonce. Ouais, Sinners, enfin j'aime bien Sinners, j'aime beaucoup Sinners, mais j'arrive pas à croire une seule seconde. Qui en gagne ces- l'Oscar Non, juste en ces deux Michael B. Attends, il y en Jordan a à un qui a l'écran. un chapeau bleu et l'autre qui a un chapeau rouge. Non, C'est mais- dingue. Hein. Alors je suis désolé, les cheveux marquent plus que les chapeaux. Voilà. Cheveux. Alors, tadadadang, on se termine donc au niveau des critiques, mais on a encore quelques choses dans la deuxième partie. On va faire tous les jeux, on va s'amuser en vrai. Parce que je pense qu'on a encore de la Allons matière. jusqu'au bout, quoi, des choses. Jusqu'au bout des rêves, jusqu'au bout des chiffres. Et oui, le retour des chiffres de Jérémy, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose. Enfin, non, quoique. Bon, peu importe. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un jeu en tout cas. Et j'avais eu envie de m'amuser un peu avec vous. C'est sur cette émission, ça va être des questions avec une réponse chiffrée. Le plus proche gagne un point, et si jamais il y a tout pile, c'est 2 points pour la personne qui a le tout pile. Ok. Voilà. Et c'est un spécial en quelle année? Donc toutes Ah. les questions, vous commencez par en quelle année, et donc du coup vous allez devoir m'estimer tout ça, ou si vous le savez, vous allez être des boss et gagner super facilement. J'ai décidé de compter les points, donc faites 2008. attention. Ah, ça c'est l'année où Nadal il a gagné Wimbledon. Oh non, non, j'en ai Alors marre. je précise, ça va être... DCP, mec. DCP, du ciné des Bon, potes. voilà, je précise, c'est des questions cinéma, rien à voir avec Merci. le tennis, One. Merci. Des fois, on peut croire que, ouais, genre vraiment, on est dans une émission de tennis. Alors j'ai essayé de coller un peu à l'actu sur les questions, donc vous allez voir, voilà, il y a des rapprochements qui peuvent se faire avec l'actu. En tout cas, faisons plaisir à Wen en commençant. Je vais vous demander en quelle année se déroule Avatar premier du nom. Ah, en 2000. On peut être approximatif, du coup. Oui, mais si t'as le tout pile, voilà, mais le plus proche sinon c'est celui qui a un point. Mais si t'as tout pile, c'est 2 points direct. 2132. 2132. 2500. 2300. T'as déjà vu Avatar? Ah mince. Pour moi, on est dans les années 3000, donc je dirais 3018. Je crois que c'est Fred le plus proche parce que c'est 2154. Yes. Pardon. Voilà, J'aime je beaucoup pensais que tu le savais, Wen, la date exacte. Donc, Est-ce que ça Owen, vaut le coup de voir Avatar? Montaigne, fonce. donc premier point pour Fred. Merci. Passons sur un truc totalement différent. En quelle année est né le réalisateur suédois Ingmar Bergman? Oula. Ingmar Bergman. Bergman. Voilà. Bergman. 24. En plus, je suis en train de regarder du Bergman en ce moment, Ouais. et j'ai lu cette page Wikipédia il y a 2 jours. Donc tu as dit Persona- Montaigne, excuse-moi. Tu t'avais tenté une année, non? Persona, T'as dit c'est 24. sorti. Oui. Persona, c'est C'est- sorti en 63, 64? Persona, non? 1911. Ok. Non. 1909. Ok. 1918.
Tout pile de Fred. C'est exceptionnel ce qu'il nous fait. 1918. Alors, je suis cinéphile, les gars. Fred Fred va-t-il passe. enfin gagner Birdman, j'ai Mais- vu tous ces films. Fred passe à 3 points. Je sais qu'il est mort en 2007. Ça, je te le demande pas, ça. Non. Malheureusement. Fred en tête des blocs. En quelle année est sorti 2046 de Wong Kar-wai 2000. 2000. 2000, Non. Non. 2004. 2004, 2003. 2003. 2002. Tout pile de Julien, 2004. Parce, en que effet. parce qu'en 2002, c'était In the Mood for Love. Ah, C'est si récent que ça et ouais. Oh. On va revenir sur un peu de l'actualité. En quelle année s'est déroulée la première cérémonie des Oscars 1900, après 1929. Ok. Ah putain, ok. J'allais dire après la Seconde Guerre. Là, on fait la 98e, donc 1928. Ok. Bah ouais, 1928. Ok. 27. Tout pile de Julien, c'est 1929 en effet, Ah parce oui. qu'il y a eu 2 éditions oui. la première année. Voilà, c'est pour ça que c'était pas de bon calcul à faire. Julien passe devant avec 4 points, avec 2 tout piles, magnifique. Eh, Montaigne, on se ressemble, on est nuls. Passons sur un truc tout à fait différent, sur un film que j'ai découvert il y a pas longtemps. En quelle année se déroule l'intrigue du bossu de Notre-Dame de Disney Ah, bah ça c'est très simple. T'as l'air prête, vas-y. Je vais attendre que Montaigne dise un chiffre, comme ça je me rapproche de son chiffre. Vraiment comme le livre. C'est en tout cas le Disney. Bah, je pense que En quelle c'est- année se déroule le Disney, le bossu de Notre-Dame Allez-y, répondez. 1492. Ok, 1655. ok, 1453. ok. Ah, moi, je voyais ça beaucoup plus tard. Je sais pas, 1800. C'est Owen le plus proche parce que c'était en 1482. Voilà, à 10 ans près. À Mais- chaque fois que je regarde le film, je me dis, eh, dis donc, on n'est pas loin de la découverte de l'Amérique. C'est Voilà. dingue. Et ouais, Voilà. 10 ans après. En quelle année a été inauguré le premier cinéma du monde en termes d'entrée, le fameux UGC Les Halles Oh, mais ça c'est pas non plus. C'est récent, hein. 99, non Ok, 99, Moi j'allais dire 98. 98. Mais en fait, parce qu'il y a eu 2 UGC, enfin, il y a eu 2 cinéos Halles, Ouais, quand ça a été inauguré en termes UGC Les Halles, je compte. Hein. 2006. Ah merde, ah non, attends. En tout cas, c'est ce que Wikipédia dit. Moi, je me suis fié à Wikipédia Parce sur que ce truc-là. UGC, il y a eu tellement de trucs. Bon, bah ouais, 98. 80. Donc, ouais, donc tu m'as dit 80, 99. 99, 98, 2006. 2009. Attends, redis-moi, pardon, je suis perdu. 99. 98. Ok, c'est Fred le plus proche, parce que c'est 95. Oh, Mais il n'y avait pas les L. Si. Je sais pas, en tout cas sur Wikipédia, il y a marqué inauguration 95. Vous verrez avec ceux qui ont fait la fiche Bah, Wikipédia. après, il y a eu plein de noms. Il y a eu les salles du grand. Je sais plus quoi, là. Il y avait un nom, là. Oui, Dans les sous-sols, il y avait je- des sortes de mais- vieilles salles où il passait que des films bis. Et ils ont supprimé tout ça. Enfin, il y a eu plein de trucs, ouais. Donc. Voilà, vous vous plaindrez auprès des mecs qui ont fait la fiche Wikipédia du GCDH, si jamais. Continuons. En quelle année est sorti le premier film utilisant le cinémascope? Ah, bah ça, c'est les années. J'aurais dit les années 30. 52. 52. Non. Et pas un peu avant 50... Pour moi, les années 50, c'est là où ça a été popularisé. Allez, je dirais un peu 10 ans avant, genre 1941. Ok, 58. ok. 46. Owen est le plus proche sans avoir le tout pile parce que c'est 53. Ah. C'est Comment épouser un millionnaire. Je pensais qu'ils avaient, tu vois, peut-être un peu avant fait au moins un film en scope, Alors- mais genre. Il y a eu des expérimentations, mais pas un film à proprement parler. Ok. Voilà, c'est ça le problème. Passons sur, encore une fois, toute autre chose. Passons de Comment épouser un millionnaire à en quelle année se déroule l'intrigue du premier film Star Trek, donc le tout premier film sorti par rapport à la Oh. série. Ouais, je sais même pas si c'est avant Star Wars, Star Trek. Non, mais en quelle année se déroule l'intrigue Donc, du coup, dans la diégèse, ils sont Ah, en quelle d'accord. année Ah, je savais même pas si c'était dans notre diégèse. 3515. 3515, allez, c'est parti. Moi, je vais être dans 3880. 3880, 3000. 3000. 2500. Ça va être Fred le plus proche parce que c'est 7412. Ah oui. Il se déroule en année stellaire 7412. Ah Voilà. ouais. Ouais, mais en année stellaire. En année 7412. Ça veut dire en année Oui, enfin, je sais- lunaire, solaire. Ah ouais. Oui, bon, voilà, hein, on va pas me saouler. S'il y avait eu un tout pile là-dessus, franchement, je crois qu'il gagnait le jeu. Continuons avec un studio dont on vient de parler il y a pas longtemps. Là. En quelle année a été créé Warner Bros? Oh, bah ça, c'est les débuts. 1930. Ok, Non. Même plutôt, je crois. 1919. ok, 1916. ouais.
2014. C'est Fred le plus proche, encore une fois, 1923. Je te déteste. C'est à chaque fois très proche. Mais oui, entre fêtez vous. leurs 100 ans il y a si peu de temps. Bah Mais oui, oui. il y a les 100 ans. Et donc du coup, vu qu'on parle de Warner, on va parler de Netflix. Du coup, en quelle année Netflix a-t-il lancé son service en tant que vidéo à la demande, pas la création de Netflix? Alors ça, je me rappelle, on était nés déjà. 98. Ok. Non. Je parle pas de la création de Netflix, je parle du moment où il se passait en SVOD, en service de vidéo à la demande. Parce qu'avant c'était de la livraison Netflix, c'était un Pardon. peu une espèce d'Amazon. Voilà, c'est pour ça, pas la création. hein. Moi en fait je me rappelle que j'ai vécu 2004. 2004, Ah, j'allais partir dans ces eaux-là. Bah, 2007. 2007, Je sais pas, moi pour moi j'avais genre 12 ans. Allez, on va dire 2009, allez. 2009. 2011. Nous avons un ton tout pile, et c'est Owen. C'est quand du coup 2007. Ah. Voilà, et après ça s'est exporté, mais en tout cas aux États-Unis ils ont commencé à faire ça en 2007. Il nous reste deux petites questions. Parlons d'un film qui nous intéresse, qui va sortir dans pas longtemps, mais on va s'intéresser aux matériaux de base. En quelle année se déroule le court-métrage Backrooms de Ken Pixels? Ok, se déroule. Ouais. Ah, il a fait un... Le court-métrage de base Ouais. de Ken Pixels, il se déroule en quelle année? 96. Ok. En 1996. Donc 96. T'es fan de... Toi, je vais te suivre, allez, 99, allez. Ok. J'ai dit quoi moi 96. T'as rien dit. Non, 96. c'est lui qui a dit 96. Ah bah 95 alors. Tu connais les backrooms? Parce que là, elle est perdue, la Très pauvre. français. Venez, on lui explique un peu le concept. Étonnamment, c'est sur un truc qu'elle connaît pas. Montaigne est la plus proche parce que c'est 91. Mais t'as dit un chiffre? Elle a dit 93. 93. Voilà. Ah, Donc, 91, c'est une bonne année. donc le film se déroule le court-métrage se déroule en 1991. Voilà, tu peux le voir sur le clap au tout début du court-métrage. Voilà, j'ai été chercher jusque là. Ah oui. Et enfin, terminons par un truc qui normalement est hyper simple. En quelle année est sorti le premier épisode de DCP? Bah, Bah, 2023. 2023. 2023. 2023, ouais. Oui, c'était un peu une question pour l'honneur. Mais alors, Fred, franchement, Non, 2024, j'ai dit premier de- épisode de DCP. J'ai dit 2023. Ouais. Donc, au niveau des scores, Montaigne a 1 point quand même. Ensuite, sont à égalité Julien et Owen avec 4 points chacun. Et donc, le grand gagnant, c'est donc Fred avec 6 points. Bien joué, Fred. Encore une fois, qui gagne sur un jeu avec des chiffres, hein, magnifique. Ouais, c'est peut-être mon... C'est peut-être ton truc c'est mon finalement. intelligence à Voilà. moi, c'est les chiffres. Bah, on va voir si tu vas gagner avec Max Richter. Ah. Bon, on avait parlé d'un film qui se concluait sur On the Nature of Daylight. D'ailleurs, on savait pas d'où venait ce morceau-là. En fait, il vient d'un album de 2004, car Max Richter a composé ce titre en réponse à la guerre en Irak et voilà, à l'état de tristesse que ça lui provoquait. Toutefois, On the Nature of Daylight a été utilisé pas mal de fois dans des films et des séries, et je vais donc vous faire des petites descriptions de films, et il faut me dire si oui ou non. Il y a In the Nature of Daylight. Ah, donc on doit déjà deviner le film et ensuite savoir s'il y a du Max Richter dedans. Enfin, s'il y a de Nature of Voilà. Daylight. Mais Ok. évitons de dire le titre du film du coup. Si, Ok. Si je te dis oui ou non, On the Nature of Daylight apparaît dans une adaptation de Romain Gary, Non. Je vais Oui. dire non. Oui. Moi, je vais dire oui. eh bien oui, Ah ouais, dans quel film? L'Aube des Promesses. Oui. L'Aube des Promesses ou L'Aube de la Promesse L'aube des promesses. Avec Pierre Ninet. Ah bon. Oula. Ah, C'est la promesse de l'aube. La promesse de l'aube, oui. Ah ouais, plutôt. Mais c'est Comme le livre. C'est avec Bah, Pierre Mais Ninet. Julien, Ouais. tu l'as pas vu celui-là? Si je l'ai vu, mais j'avais pas souvenir qu'il y avait Nature of Daylight dedans. C'est quelle séquence où il y a Nature of Daylight, ceux qui ont vu le film? Je sais pas, moi j'ai trouvé ça dans une liste. Ah, ok. Je sais pas. Ils s'en souvenaient plus alors. Du coup, Fred et Montaigne, vous avez un point. Est-ce que On the Nature of Daylight apparaît dans un film de super-héros de Zack Snyder? Oui. Oui, c'est sûr, exact. Ah, mais en même temps, lui, il pourrait utiliser d'autres musiques type Max Richter sans Dans The utiliser... Watchmen. Bah ouais, je me dis ça aussi peut-être dans Watchmen, ouais. Je l'ai vu mais il y a très longtemps. Et en plus c'est en version Ultimate alors. Oui. Vous êtes tous les 4 à dire oui, vous êtes tous les 4 dans le faux. Moi, Ah j'avais ouais j'avais pas encore répondu. Hein. Si. Non, Si, t'as j'avais répondu. dit, ah, peut-être que c'est un truc qui se rapproche de Max Richter. On dit, ouais, bon, vas-y, ok. Il aurait été bien capable. Un film d'horreur un film d'horreur avec Jon Favreau. Putain, il est dans des films d'horreur lui? John Favreau est dans un film d'horreur. En fait c'est tellement camouleux que je vais dire oui. Tu considères Spider-Man comme un film d'horreur? Non. No Way Home, oui. Non mais je vais dire oui moi. Moi, je vais dire non, je sais pas. Non, déjà, John Favreau, il est trop... je sais Oui. pas. Non. Julien et Fred, vous avez dit non et vous aviez raison de dire non. Tu cherches des trucs trop chauds. Bah ouais. Il a joué quand même dans un film d'horreur, John Favreau? Je sais rien moi. Mais voilà, c'est pour ça Je je me pense suis dit pas, hein. c'est tellement improbable que ça se trouve ça a pu arriver, tu vois. Non. Est-ce que On the Nature of Daylight apparaît dans la biographie détournée d'un dramaturge? Oui. 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 Oui.
Bah oui, et dans Dans quel Annette, film Bah oui. Annette. Est-ce qu'il apparaît dans un film de SF avec Forest Whitaker? Oui. Un film de SF. J'ai foi en la confiance de Jérémy. Ah ouais, j'ai dit oui trop rapidement, Un mais film, oui. ouais, bah oui, ok. Ah oui, c'est dans Premier Contact. T'as même pas Pardon, laissé- excuse-moi. Elle a dit oui. Pour la peine. On l'entend pas, mais elle a dit oui. Bon, pour la peine, vous avez tous le point. Ce qui fait que 3 pour Julien, 4 pour Fred et 2 pour Montaigne et Jérém. Est-ce que ce titre apparaît dans une comédie sentimentale de Paul Thomas Anderson? Non. Paul Thomas Anderson, je le vois mettre vraiment des musiques punchy et pas des Non. musiques de violon comme Max Richter. Donc Je vais non. dire non. Non. Je pense que tu dois penser à Punch Drunk Love ou à Licorice Pizza et j'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Non. Donc non. Moi, je dis oui. Oh, t'aurais pas dû. Hein. T'avais dit quoi, J'ai Jérém? dit non, moi. T'as dit non, donc vous avez tous des points, les garçons, sauf Montaigne, qui n'est pas un garçon. Alors qu'elle pense à l'Empire romain. Après, je te la casse celle-là. Private joke, pardon. Est-ce que On the Nature of Delight apparaît dans un film avec un loup et Willem Dafoe? Un loup et Willem Dafoe, donc c'est Ah merde. Bah, moi, je dirais non. Moi j'allais dire, tu parles de The Northman. De Non. Moi, je dirais non. Non. toute façon, j'ai plein de points. Oui. Et Je bon. dirais oui aussi. Et bah Fred, tu vas avoir plus de points encore. Ah ouais? Ce film s'appelle Topo, il est sur Disney+. Ah oui, Topo, oui. Je vois très bien. Ok. Non, mais Euh, il vient pas de sortir, là, ce truc-là. Non, de non. 3-4 ans. Ah ouais. Ouais. Un thriller qui se passe sur une île isolée. Ça pourrait marcher. Hein. Seul au monde. Et Send Help, vous avez juste oublié. Non, Oui. non, moi, je dis non. Sur Seul au monde du Max Richter, tu te rappelles il y a... J'ai pas vu. Qui a vu Seul au monde? Qui se rappelle? Non, je l'ai pas vu non plus. Allez, je vais dire non. Non. Oui. Non? Quel film? Bah, je pense à Seul au monde. Non. Shutter Island. Bah oui, un thriller. Mais tu sais ouais. que je vais pas dire, mais cette musique elle est tellement utilisée dans tous les films que tu sais pas quand tu l'entends si c'est d'un mec qui a fait son edit avec cette musique ou si ça vient vraiment du film. C'est le jeu. Mais tu vois, Oui. t'as dit thriller île déserte, j'ai pensé plus à une personne solitaire sur une C'est- île. ah, C'est non, pas mais qui nous a Shutter induit- Island. c'est J'ai- toi qui nous a induit en erreur. J'ai pas Ouais. dit île déserte, j'ai dit île isolée. Oui, bon. Et en effet, l'asile psychiatrique qui est le cœur du film de Shutter Island est isolé sur une île. C'est un thriller. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Voilà. J'ai plus les scores exacts, mais je sais que Fred a 1 point d'avance sur Julien qui a 2 points d'avance sur les autres. Un film de mafieux avec Ray Liotta. Non, Non, Non. parce que non. c'est trop vieux. Oui, vous avez tous raison. Il n'y a pas de film. Une série qui suit un avocat dépressif. Oui. Une série. Oui. Une série. Un avocat dépressif, c'est quelle série avec un avocat dépressif? Moi, je dirais- Suits. C'est oui. Ouais, bah, je dirais, il y a que ça pour moi, mais. C'est oui, les gars. Oui. Oui. Non. Bah oui. Non. Mais Fred, tu m'induis en erreur. Non, ça n'existe J'ai pas. trouvé la nouvelle technique. C'est de faire tomber dans mon truc, comme ça je sais que ceux qui. Vas-y, tu vois, Montaigne, elle a pas Je trop de tombe points. avec toi. Je tombe avec toi. Une série avec 2 hommes qui s'aiment. Oui. C'est large. Bah oui, non mais oui. 2 hommes qui s'aiment. Non mais là, par contre, là je vous le dis, prenez-le, c'est oui. Hein. On en a parlé dans DCP. Et bon, bah oui, alors, si jamais. Non. Oui, oui. Alors par contre, je trouve que c'est un peu en erreur parce que c'est pas Oui. toute la série. Oui. C'est un épisode en particulier. Mais quel épisode? The Last of Us. Ah, mais oui, dans l'épisode, oui. Entre t'as vu villes. The Last Ah of mais t'as Us, pas moi. vu The Last of Us? Je suis- Il déteste. Julien, Fred te le dit 3 dans les yeux, fais-le, prends-le. Ouais, mais je voulais le contredire. Ouais, bah t'aurais pas dû. Et le dernier, un film sur Will Ferrell incarnant un fonctionnaire du fisc. Non. Non. Je vais dire oui, allez. Oui, moi aussi. Eh bien oui, c'est l'incroyable histoire de Harold Crick. Mais dans tous les cas, Fred, Le doublé. Yes. doublé. Bravo. Merci. Comme Nadal en 2013. Non. Non. Pardon. Non, Et je encore pense qu'un avec son jour, tennis, quoi. un jour, on va vraiment faire une émission vraiment spéciale tennis, que du tennis. Ouais. Genre, on regarde que des films de tennis, Ouais. on parle que de tennis, on Ouais. regarde un match de tennis en direct Ouais. pendant l'émission. Non, c'était Challengers, c'est trop tard maintenant. Ah, ok. Ah, zut. Je m'en fous, j'en ferai un joker. Mais en attendant, c'est celui de Montaigne. Très, très bonne transition. J'ai peur, hein, tu nous as teasé un joker qui va nous faire du mal. Non, mais je vais encore parler de Bride. En fait, je me suis lancée dans une sorte de cheminement de l'esprit. Non, je rigole. En fait, dans The Bride, la première, les 10 premières minutes m'ont vraiment plu. J'ai trouvé la dynamique géniale. Et surtout, j'ai aimé justement un peu la possession, le fait qu'elle soit hantée par Mary Shelley, tout ça. Et du coup, je me suis demandé
Enfin, c'est surtout que je me suis dit, j'ai rapproché ce film d'un autre film qui s'appelle Possession. Justement. Je ne l'ai pas vu, mais je connais. Je ne l'ai pas vu, mais je connais. Je connais la scène. Je sais qu'il va y avoir un remake bientôt. Ah ouais? Oui. Ok. Possession, c'est le film avec Isabelle Adjani. Hein. Exact. Ouais, ok. Donc, Ouais. qui est sorti en 81. Et justement, je me suis un peu interrogée sur le fait de montrer les femmes possédées, genre au cinéma. Et c'est peut-être tiré par les cheveux, mais j'ai bien ressenti une sorte de, justement, double possession dans The Bride, dans un peu la première scène, où justement, le fait d'être possédé, ça l'amène à la mort, quoi. Donc juste pour vous rappeler un peu Possession, c'est tourné donc à Berlin, donc c'est un environnement assez urbain, donc au cœur de la guerre froide. Et après un voyage d'affaires, donc Marc retrouve sa femme Anna, qui paraît assez changée, et il soupçonne qu'elle entretient une liaison avec un autre homme et décide en gros de mener une enquête. Mais en réalité, Anna est possédée par ses pulsions meurtrières et sexuelles, et elle engendre même un monstre qui en gros l'enchaîne à ses illusions les plus noires, ce qui pousse, je vais faire un petit spoiler, mais à une scène de meurtre. Donc en gros, c'est vraiment un film sur la crise et le désespoir amoureux, et surtout aussi, comme dans The Bride, de ce que j'ai ressenti sur la projection en fait qu'on a sur l'autre. Et en gros, que l'anéantissement est un peu le seul échappatoire à ce processus de possession. Et je trouvais ça assez intéressant de questionner un peu comment montrer, souvent à travers le corps de la femme possédée, cette tension un peu entre... Est-ce que c'est une possession, comment dire, voulue, comme une sorte de... Est-ce qu'elle devient objet de ce qui la possède? Donc en général, c'est le mal ou quelque chose un peu d'extérieur. Ou bien si ça vient d'elle-même et dans ce cas, elle vient un peu comme une sorte de volonté un peu suprême. Oui. Ok, je vois un peu. Bah du coup, parce que là je suis en train de regarder une liste des films sur les possessions démoniaques Oui. pour tricher, parce que tu nous prends de cours. Non, moi j'ai bon, des idées, non, moi. c'est bien. J'ai des idées sans regarder. Ah ouais, Bah, pareil, hein. En fait, le film... Alors, il y a l'Exorciste, hein, Bien évidemment. mais j'y aurais pas pensé sans voir la liste, mais Hérédité. Bah, en fait, Hérédité, c'est cool parce que donc cette mère qui est possédée, donc elle est possédée par un esprit, mais en même temps, c'est des raisons personnelles qui l'amènent à parler comme ça à son fils, parce qu'elle déteste son fils. Elle est possédée par le deuil. Elle est possédée par le deuil, mais en même temps, elle déteste vraiment son fils, donc c'est une extension un peu de ce qui est inavouable en elle. Pour moi, c'est pas forcément totalement le mal. Là où je trouve que l'Exorciste, on prend quand même une petite fille qui a aucun problème, enfin qui est pas forcément travaillée avant la possession. Et donc là, je suis totalement d'accord sur le fait que là, c'est vraiment le mal en lui-même qui la possède. Et elle, il n'y a plus aucune raison personnelle. Mais pour Hérédité, effectivement, c'est tout ce qu'elle veut pas sortir d'elle en fait. Cette haine de son fils qui prend vie, quoi. C'est ça un peu l'idée du Joker, du coup? Oui. Non, et aussi, comment montrer à l'écran, je trouvais qu'il y avait, par exemple, une relation entre, dans The Bride, il y a cette espèce de liquide noir qui sort un moment de sa bouche, tu vois, et qui la marque vraiment sur son corps. Et pareil, dans Possession, donc il y a cette fameuse scène dans les souterrains, dans le métro, où elle se vide d'une espèce de substance, on ne sait pas si c'est du sang ou substance un peu blanchâtre, et elle va engendrer ce monstre. Donc c'est un peu une sorte de... comme si dans The Bride... elle-même qui est le monstre un peu intériorise tout ça, et dans Possession, c'est elle-même qui met ce monstre à l'extérieur. Enfin, il y a un truc un peu de... Et justement, avec les corps des femmes, souvent dans les films, c'est des femmes qui sont possédées, oui. Et du coup, je pensais, mais est-ce que Alien, c'est pas le film anti-possession? Puisque Ripley, du coup, qui est une femme, c'est la seule qui ne se fait pas... Pondre. Voilà, je cherche le mot, mais voilà, il n'y a pas d'alien qui sort d'elle. Pourtant, tous les autres membres du vaisseau, c'est ce qui se passe. T'as vraiment cette idée de rejection de soi du monstre, en fait. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'est totalement le contrepartie habituel, Non, c'est Alien, vrai. pour le coup. Moi, quand tu me parles d'une substance qui sort du corps, c'est pas forcément une possession parce que la personne est déjà en soi
un extraterrestre, c'est Under the Skin avec Scarlett Johansson. Et c'est en gros une espèce de monstre extraterrestre qui mange des hommes et qui à un moment se fait blesser et une espèce de liquide noir sort d'elle. Elle, c'est vraiment le mal absolu, quoi. Et ça, c'est le but du film, hein, c'est de te montrer ça. Mais Moi, quand tu me dis substance, je pense à The Substance. Bah oui, moi aussi, oui. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu le sujet du film de possession? Non, je vais chercher trop loin. Bah, si, il y a une sorte de possession dans le sens où elle est un peu, enfin, plus emprise plutôt que possession, plutôt emprise d'elle-même et de sa volonté de toujours vouloir avoir cette image neuve, enfin de jeunesse, etc. j'ai l'impression qu'on s'égare. C'était en gros, qu'est-ce que... Non, c'était juste... non, je réfléchissais à plutôt pourquoi montrer une femme comme ça possédée. Et j'ai pensé aussi aux hommes qui sont possédés dans le cinéma. Et en première idée, j'avais eu genre Shining, comme si... mais c'est justement une sorte de possession un peu maîtrisée, ou bien c'est une sorte de comment dire? Quand tu dis maîtriser, c'est parce que la personne possédée exprime des volontés qui sont propres à elle, c'est ça? Il n'est pas altéré, c'est que c'est lui, mais en plus... Oui, voilà. Il y aurait plutôt un côté plutôt péjoratif, genre dans la possession féminine, genre un côté hystérie. Là où l'homme, non, c'est plus maîtrisé. Oui, Ouais. bah, je pense qu'il y a aussi cette volonté de montrer les femmes un peu... pas diminuées, mais je vais pas faire la féministe, mais tu vois le truc... Comme un corps. Voilà, une sorte de... c'est ce que j'ai regretté d'ailleurs dans The Bride, c'est qu'il la montre vraiment comme une sorte de pantin, souvent désarticulé, tu vois, où c'est, ok, une fabrication, une création, mais c'est surtout une femme... souvent, elle est un petit peu, dévêtue. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu... on la montre dans un état quand même de faiblesse, malgré sa... Tu vois, ça... oui. Moi, la question que je me pose, du coup, par rapport à The Bride, c'est est-ce que le fait de ressusciter, Aida est une femme plus libre, ou en tout cas, justement, là c'est vraiment du méta, hein, mais genre, vu que ce qu'on essaye de t'exprimer au début du film, c'est que Vivante... elle est dans un milieu extrêmement dangereux de mafieux hommes, et que là, à présent, que maintenant elle est mort-vivante, donc dans un état qui, en théorie, serait plus approprié à un état de possession, elle n'est pas justement plus libre. Mais c'est un peu finalement tout ce que faisait Sinners. C'est pas vraiment de la possession, c'est du vampirisme. Et On a beaucoup parlé de Sinners aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Mais l'idée de Sinners, c'était quoi? C'est que tu prends une époque de l'Amérique avec les conflits raciaux, c'est de se dire que le vampirisme, ça unit tout le monde sous une même bannière, celle du vampire. C'est Donc c'est la possession, mais finalement la possession qui devient améliorative. Moi, si je reviens sur une possession masculine et qui peut être un peu très sexualisée, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Si on part sur ça, c'est clairement ça, quoi. Jekyll, Hyde, c'est vraiment la libido de l'homme, quoi, qui prend forme, et c'est clairement ça pour moi, vous voyez. Donc à la limite, là, ce serait pas une possession maîtrisée, c'est clairement parler de sexe, quoi. Oui, il y a aussi un peu cette notion de double un peu personnalité et tout ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais après, c'est une même personne. Non, mais bon exemple. Ok. Puis après, là, je pars sur tout. Là. Jekyll, Mr. Hyde, on va aller sur le loup-garou, on va aller sur Hulk. Je peux partir partout, là. Je peux partir partout. Non, mais c'est une forme de possession, Hulk, techniquement. Non, mais je pensais à un truc récemment qui m'avait marqué en termes de possession et de performance d'actrice, notamment. Moi, je pensais à Nosferatu. Clairement, en soi, Lily Rose Depp, elle l'a clairement dit, c'est clairement inspiré de possession, son jeu dans Nosferatu. Donc voilà, ça se recoupe un peu, et vraiment, ça m'avait marqué parce que c'est à la limite, mais ça passe. Je trouve pas ça trop gros, tu vois. Ça pourrait paraître caricatural, mais ça va. Alors que parfois, justement, ça va un peu trop loin, je pense. Alors dans des films que j'ai pas vus, mais que je pense n'ont pas forcément des grandes ambitions artistiques, je pense que des actrices possédées, je pense, forcent le trait trop, alors que Lily Rose Depp, ça va. Late Night with the Devil. Ouais, peut-être. Je t'avoue que j'ai plus trop de souvenirs du film, mais c'était peut-être plus les effets qui étaient dedans, peut-être, que le jeu de l'actrice. Intéressant, parce que donc là, Montaigne, tu parlais du fait de la position féminine. Est-ce qu'on, des fois, on part vers un truc très dans le corps, on va beaucoup montrer la femme qui va
être presque, je sais pas si on pourrait dire sexualisé, mais il y a un truc un peu bizarre par rapport Mais à de ça. toute façon, c'est toujours lié quasiment. T'as quelque En chose fait, de Et- très Transformation féminine, quoi. Nosferatu, c'est intéressant parce que Nosferatu, je me rappelle qu'à l'époque, les gens s'amusaient à prendre des screens de Lily Rose Depp avec des faces hyper cheloues, et certains expliquaient que c'était comme quoi à mimer une fellation. Enfin, il y avait quand même un truc très physique aussi, même dans les moqueries qu'on pouvait faire de Nosferatu. Et c'est assez drôle dès que tu vois une femme possédée, tu peux facilement faire un mème qui parle de sexualité. Moi, c'était ça, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un mème de ouf sur Lily Rose Depp dans ce film. Donc, Après, en soi, c'est un film beaucoup sur la sexualité, Nosferatu. oui, bah oui, non, clairement. Et puis, même juste dans l'histoire, on faisait appel à l'exorciste parce que cette femme, c'est lié à Débridée. la religion, un peu le mal, la femme est soumise à la tentation, des choses comme ça. Mhm. Donc, forcément, c'est lié, mais en même temps, c'est assez, je trouve, important de remarquer que dans The Bride, désolée, je reviens Non, à mais ça, c'est bien, c'est une émission. que ça fait un peu une sorte d'anti-héroïne et que malgré toute cette négation qu'elle a dans tout le film, elle devient une sorte elle s'impose, tu vois, à la fin. Je sais pas. Je trouve ça quand même. C'est la seule chose un peu dans cette quête un peu féministe qui est quand même, je sais pas, remarquable. De jouer l'anti-héroïne, tu vois. Bah, l'anti-héroïne qui provoque un mouvement derrière, même si c'est vrai que dans The Bride, finalement, le mouvement féministe qui provoque des choses à l'échelle de la société de Chicago, on n'en parle pas trop dans le film. Bah oui, c'est montré rapidement et puis après, voilà quoi. Et même inutile, je sais pas pourquoi ils ont. Ouais. Je sais pas. Si tu voulais faire Joker féminin. Joker, Bah moi, c'est très intéressant, mais j'ai pas assez de clés pour ajouter Pas assez de des possession. éclaircissements. Bah non, mais c'était juste une sorte de un peu remarque, même juste en général sur le personnage d'une femme un peu malfaisante, mais malgré tout héroïne, voilà. c'est tout. Mais je me dis que c'est tout à fait le style de sujet que Fred aurait pu faire en mémoire à l'époque du master. C'est vrai. La possession maîtrisée, c'est un beau mot, hein. C'est assez Et paradoxal. puis surtout possession, il y a ce double enjeu de posséder ou d'être possédé, genre. Mmh. Enfin, c'est un truc un peu, je trouvais intéressant et je sais pas. Du coup, dans le Possession de 81, on le voit clairement que il y a cette tension et tout du long. Enfin, je sais pas. Mais à partir de ça, c'est drôle parce que du coup, moi je connais que Possession que par effectivement la scène d'Adjani où elle pète un câble. Et c'est un peu ce truc qu'on retrouve quand on veut mesurer le talent d'un acteur dans la performation. C'est hyper connu. Adjani, je crois qu'elle a gagné des trucs, non? Ah oui. Avec Possession. Oui, je crois. Donc, mais il y a un remake, effectivement, je crois américain, avec, je vais dire peut-être des bêtises, mais je crois que c'est Sydney Sweeney. Non, je dis Oula. peut-être de la merde. Je crois qu'il y a un remake américain, ouais, avec vraiment des acteurs bankable de ouf en ce moment. Non? Non, enfin moi j'ai un Possession américain de 2009 avec Sarah Michelle Gellar. Bon, bah alors, peut-être j'ai vu de l'IA, voilà. N'écoutez plus les infos, c'est peut-être de l'IA que j'ai vu. Voilà. Mais voilà. Est-ce qu'on se termine là-dessus les amis? Bah oui, ouais. Donc là tu possédais le Joker, mais maintenant il faut le confier à quelqu'un d'autre. Je sais pas de qui a le plus Non, donne-le au envie hasard, de- donne-le au hasard, t'inquiète. Au hasard. Ouais, comme ça, même si la personne l'a vu la semaine. Non. Ah oui, putain. Tu le peux, Jérémy? De base, c'était moi qui devais l'avoir. Ah, bah alors, je te le donne avec grand Merci. plaisir. Merci. Voilà, ça y est, tu as le Joker, Ouais. Jérém. Tu as le Joker? Attends, mais non, parce que je crois que la mission prochaine, on invite. Non, je rigole. Ouais, si tu veux. Bah, si tu veux. Merci en tout cas Montaigne de t'être rejoint Bah, à nous. merci beaucoup. Merci. à vous. Merci beaucoup. Et puis les amis, on se retrouve dans 2 semaines pour une émission normale. Normal. C'est bien, normal aussi. Normal, ça veut dire qu'en gros, avec Montaigne, c'est pas normal, c'est ça Bah, ça sort de l'ordinaire. Ah oui, C'est un petit peu extraordinaire d'avoir un invité. c'est vrai. Merci. À dans 2 semaines les amis. Ah, dans 2 semaines. Vous pouvez nous retrouver sur Insta et TikTok et sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Tchuss. Salut. 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 Salut.